Les plongeurs ont exploré une grotte sous-marine profonde sans savoir que leur carte était en fait erronée. Sans formation ni équipement adéquat, le groupe allait affronter un défi majeur dans les profondeurs sous-marines avec le temps compté. Voici l'analyse de l'accident de plongée mortelle aux Maldives. Monica Montefalcone, 51 ans, était une scientifique reconnue, présidente, directrice ou membre de comités de nombreuses organisations internationales en biologie marine. Elle avait réalisé près de 5000 plongées en eau libre, souvent pour collecter des échantillons pour ses recherches, et était plongeuse scientifique certifiée depuis 2017. En mai 26, Monica, accompagnée d'un groupe de l'université de Gênes, s'est rendue aux Maldives pour effectuer des prélèvements sur les récifs coralliens et profiter de la beauté de cette incroyable destination de plongée. Monica était la directrice scientifique d'un projet de suivi écologique aux Maldives, et elle avait une autorisation avec son assistante de recherche Muriel Odeino pour prélever des coraux mous dans la région. Les Maldives sont un ensemble d'îles coralliennes situées au large de la pointe de l'Inde et sont bien connues comme destination de voyage pour l'incroyable plongée dans leurs eaux bleu vif. Le groupe séjournait sur un yacht de croisière appelé le Duke of York. C'était un grand bateau pouvant accueillir plus de 25 invités. Ce type de bateau était destiné aux passionnés de plongée souhaitant rester en mer et voyager entre les sites, leur permettant d'effectuer 3 à 4 plongées par jour. Le 14 mai a commencé comme tous les autres jours sur le yacht. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce serait la journée de plongée la plus meurtrière de l'histoire des Maldives. L'une des équipes de plongée de l'après-midi serait un petit groupe de 5 plongeurs expérimentés. Ce n'était pas une plongée de recherche, juste une exploration pour le plaisir. Monica et Muriel seraient accompagnés par Gianluca Benedetti, l'instructeur de plongée et guide du navire. Ils connaissaient une grotte près du chenal où ils avaient plongé. Le Devana Kandu, également connu sous le nom de Shark Channel, où il avait déjà exploré auparavant. Leur groupe serait complété par un diplômé de l'université de Gênes, Federico Gualfieri, qui était également un instructeur de plongée certifié, et par la fille de 23 ans de Monica, Giorgio Somecal, étudiante en ingénierie biomédicale. C'était un groupe expérimenté composé de 2 instructeurs et 2 plongeurs-chercheurs. Giorgio était la moins expérimentée comme plongeuse loisir, mais possédait sa certification Open Water de base. Vers 11h30, le groupe s'est préparé pour la plongée. Chacun aurait une bouteille en aluminium de 80 litres et prévoyait revenir à bord en moins d'1 heure. Pour une plongée sous-marine récréative normale, une bouteille de 80 litres durerait entre 30 et 50 minutes, selon divers facteurs, notamment la durée passée à des profondeurs plus importantes, le rythme respiratoire de chacun et l'expérience du plongeur. Pour une plongée plus profonde, comme à 200 pieds, cette bouteille ne durerait que 10 à 12 minutes. Monica et Gianluca auraient été conscients de ce fait, mais le groupe a continué, avec un plan limité pour descendre et remonter assez rapidement. À partir du moment où ils ont atteint l'entrée, ce qui n'a pris qu'environ 3 minutes, le temps leur serait compté. La profondeur de la grotte variait entre 180 et 230 pieds. À cette profondeur, ils auraient seulement quelques minutes pour observer avant de remonter. À 200 pieds de profondeur, 10 minutes exigent au moins 15 à 20 minutes de décompression lors de la remontée pour éviter le mal de décompression. Leur plan aurait été un calendrier extrêmement serré, descendre rapidement à cette profondeur, y rester 5 minutes ou moins, puis remonter avec quelques courts arrêts de décompression en chemin. Leur réserve d'air ne tiendrait pas pour plus longtemps. Dès le début, il était évident qu'ils ne comptaient pas appliquer la règle des tiers, qui prévoit un tiers d'air pour descendre, un tiers pour remonter, et un tiers pour les urgences. La majorité des plongeurs spéléologues certifiés tentant cette grotte à 60 mètres de profondeur utiliseraient au moins 2 bouteilles ou un recycleur, et installeraient une ligne de vie continue jusqu'à la sortie, même si la configuration paraissait simple. Les cartes de grotte sont souvent trompeuses. Quelques traits sur papier ne préparent pas aux configurations sauvages et complexes de la nature. Cependant, les 5 plongeurs ont pénétré dans la zone caverne de la grotte, où la première chambre était faiblement éclairée par la lumière du soleil filtrant par l'entrée. La première chambre faisait environ 45 mètres de long, permettant à 5 plongeurs en file de la traverser en quelques minutes. Le chef a emprunté un tunnel étroit reliant la première à la seconde chambre. Ce tunnel, long de près de 30 mètres, environ 30 yards, laissait penser à un guide touristique ambitieux qu'un rapide regard dans la seconde chambre ne prendrait que quelques minutes. En nageant dans le tunnel, ils ont dû traverser un passage étroit. Le groupe a traversé en file indienne un trou d'environ 1 mètre de diamètre avec une bouteille fixée sur le dos.
Ils ont franchi un monticule de sable de l'autre côté, puis ont émergé dans la deuxième chambre. Chaque plongeur franchissant le monticule de sable soulevait un nuage de limon, réduisant la visibilité à peine 1 mètre. Premier moment de panique, même en faisant demi-tour calmement, même les plongeurs les plus efficaces auraient alors un niveau d'air dangereux. À une profondeur de 60 mètres, chaque respiration consommait 7 fois le volume d'air utilisé à la surface, et ils respiraient certainement plus vite. Alors qu'ils devaient être concentrés sur la sortie, la narcose à l'azote affectait leur capacité de décision. À l'air, la narcose débute dès 30 mètres, et même les plongeurs de loisirs sauraient la reconnaître et remonter à une profondeur moindre. Le seul remède contre la narcose, c'est de remonter, mais ils devaient d'abord sortir. Le limon en suspension laissait chaque personne paniquer et seule lorsque les autres membres du groupe n'étaient plus visibles. Monica et Gianluca étaient sans aucun doute les chefs, mais trouver la sortie serait un défi pour n'importe qui dans ces conditions. Imaginez-vous dans une piscine olympique remplie de lait. Pouvez-vous trouver un cercle de 3 pieds de diamètre là-bas ? Fermez les yeux et imaginez-vous flotter dans l'eau sans savoir où est la sécurité. Vous devez bouger rapidement, mais dans quelle direction ? Impossible de savoir si le mur est à 60 cm ou 6 mètres devant vous. Avec seulement quelques minutes d'air restantes, vous paniqueriez certainement. À mesure que chaque plongeur passait par-dessus la butte de sable et entrait dans la seconde grotte, le fond était troublé, un nuage de sable remplissait le passage. Aucun plongeur n'était certifié pour la plongée en grotte et n'employait les techniques de palmage adaptées pour éviter ce danger. La deuxième chambre était bien plus petite que la première, mais ils auraient été immédiatement troublés par la situation. Même le temps minimum pour descendre du bateau jusqu'à l'entrée de la grotte, puis parcourir près de 300 pieds à l'intérieur, aurait consommé plus de la moitié de leur air. Une estimation faite par des plongeurs experts analysant la plongée a révélé qu'il faudrait au minimum 107 litres d'air pour entrer et sortir directement, même pour un plongeur professionnel calme. Ils avaient sans doute déjà utilisé plus de 50 litres de leur bouteille de 80 litres. Le nuage de sable limitait la visibilité à quelques pieds. Et c'est cela qui allait les perdre. Sans fil d'Ariane pour les guider à travers l'eau trouble, ils cherchaient la sortie à l'aveugle. Le groupe utilisait leur lampe torche, efficace pour voir à 1 ou 2 pieds des parois de la grotte afin de chercher l'ouverture. Les parois rocheuses et irrégulières de la grotte les forçaient à tâtonner pour trouver l'ouverture. La corniche sablonneuse à l'entrée était constamment perturbée, réduisant encore la visibilité. Leur rythme respiratoire s'accélérait avec l'incertitude, et la diminution de l'oxygène rendait la situation encore plus désespérée. Bien que cet effort n'ait duré que 2 minutes, la panique aurait épuisé leur réserve d'oxygène au moment où ils en avaient le plus besoin au moment crucial. Un membre aurait été ravi de trouver l'ouverture à tâtons et d'agiter sa lampe pour prévenir la personne la plus proche. Peu à peu, ils auraient en suivi la faible lueur des lampes dans le brouillard, pendant que l'équipe quittait la deuxième grotte. Ils étaient sûrement maintenant conscients du manque d'air et se dépêchaient de sortir du tunnel étroit. Monica aurait l'angoisse supplémentaire de savoir que sa fille était juste derrière elle. En tant que mère, sa lutte désespérée pour se sauver elle-même serait éclipsée par son désir de sauver sa fille. C'est alors que l'impensable s'est produit. Ils sont entrés en collision avec un mur de roche. C'était une impasse. Là où ils auraient dû apercevoir une lueur de soleil à l'approche de la caverne, il n'y avait qu'un mur de roche. Comment cela pouvait-il être possible ? L'eau dans ce tunnel était parfaitement claire et il était évident que ce n'était pas la sortie. Ils auraient tenté frénétiquement d'atteindre le bout du tunnel, utilisant leur dernière bouffée d'air pour chercher à tâtons un trou ou un passage qu'ils ne parvenaient pas à voir. Ils ignoraient qu'une seconde sortie existait depuis la deuxième grotte. La carte était fausse. Un monticule de sable et de rochers bloquait leur ancien chemin, tandis que cette seconde ouverture semblait plus grande et dégagée. C'est ici, dans cette fausse sortie, que 4 des plongeurs ont épuisé leur réserve d'air et se sont noyés. Malheureusement, Monica et sa fille Giorgio, ainsi que les 2 chercheurs universitaires, Federico et Muriel, n'avaient pas assez d'air pour retrouver la sortie. Gianluca transportait une seconde bouteille avec un mélange nitrox. Celle-ci devait être utilisée pour un bref palier de décompression lors de leur sortie. Il voulait la partager entre les 5 plongeurs lors d'un court palier de décompression au retour. Cet air en plus a permis à Gianluca de gagner du temps en cherchant le bon chemin. Ce n'était pas assez pour sauver l'instructeur de plongée. Sans fil d'Ariane, la sortie obscurcie était presque impossible à trouver.
Gianluca a manqué d'air dans la seconde chambre, à quelques mètres de l'entrée du tunnel. En surface, les autres groupes de plongeurs étaient déjà remontés et récupérés pour retourner sur le Duke of York. Il est vite devenu problématique que le premier groupe ne soit pas encore remonté. On a d'abord pensé qu'ils avaient dérivé avec le courant, obligeant les bateaux à descendre plus loin dans le chenal pour trouver leur bouée. Après 15 minutes de recherche, le Duke of York a envoyé un message aux autres bateaux aussi en expédition de plongée dans le chenal. Ils ont demandé de l'aide pour retrouver les bouées de surface de l'équipe de plongée ou tout signe de bulle des plongeurs. Ce groupe était très expérimenté et il était improbable qu'ils aient rencontré des problèmes, et certainement pas les 5 en même temps. Après 1h30, il était clair que leur air n'aurait pas tenu aussi longtemps. Plus d'équipes rejoignant les recherches, rendant improbable qu'ils aient dérivé ailleurs. Des plongeurs du Duke of York ont exploré l'entrée de la grotte avec leurs lampes. N'ayant vu personne, ils doutaient que quelqu'un soit plus loin dans la grotte. Après plusieurs heures, 2 plongeurs, Diego et Rachid, venus de l'un des bateaux participant aux recherches, se sont portés volontaires pour inspecter la grotte qu'ils connaissaient en bien. Ces 2 plongeurs n'avaient qu'une seule bouteille chacun, mais d'autres plongeurs attendaient à l'extérieur de la grotte avec des bouteilles supplémentaires pour la décompression nécessaire par la suite. Ils ont effectué une recherche rapide de la première grotte, ce qui était assez simple car l'eau était claire. Ils ont emprunté le tunnel étroit jusqu'à l'entrée de la seconde grotte. Rachid est resté dans le tunnel, gardant sa lampe torche comme balise pour guider Diego au retour. Dès que Diego entra dans la grotte, sa lumière révéla un plongeur allongé sur le sable et les rochers. Il a aussitôt reconnu Gianluca et a vite saisi sa combinaison pour le ramener vers Rachid. C'était un moment vraiment dévastateur. Il a utilisé sa lampe pour fouiller le reste de la pièce, mais il n'a pas pu voir les autres. Trouver un plongeur mort laissait assez clairement présager le sort des 4 autres. L'équipe de plongée de la Force de défense nationale maldivienne est venue le lendemain pour retrouver les autres. Une équipe de 8 personnes s'est équipée et est descendue dans la grotte pour localiser et récupérer les disparus. Eux aussi plongeaient inexplicablement avec une seule bouteille d'air comprimée, comme les plongeurs disparus. Cette configuration convient à la plongée récréative jusqu'à 130 pieds. L'équipe non certifiée pour la plongée en grotte et risquant le même sort que l'équipe italienne est malgré tout entrée et a rapidement exploré les 2 salles. N'ayant trouvé aucune trace d'autres plongeurs, ils sont remontés avec très peu d'air dans leurs bouteilles. Ils se sont immédiatement rendus compte que seuls 7 membres de leur équipe étaient revenus. Avec des bouteilles pleines, plusieurs hommes se sont précipités dans la grotte pour découvrir Muhammad Mahoudi, flottant sans vie dans l'eau. Il a vite été remonté à la surface puis emmené à l'hôpital. Malheureusement, plus tard dans la journée, il a été déclaré mort. Après l'incident, les recherches ont cessé et Dan a fait venir une équipe finlandaise professionnelle de plongée spéléo pour retrouver les disparus. Après une planification soignée et de nombreux échanges, cette équipe bien équipée a finalement réussi à localiser les corps. Alors qu'il ne leur restait plus que quelques minutes lors de leur première journée dans l'eau, ils ont découvert des traces de palmes dans la boue sur un côté de la grotte. En suivant ces marques, ils ont trouvé une autre sortie de la deuxième grotte. Les 4 corps ont été retrouvés au bout de ce tunnel, une impasse, à 70 mètres sous la surface. Malgré l'expérience des 2 groupes, ils ont tous enfreint au moins 4 des 5 règles de la plongée souterraine. Dès le début, ils ont décidé de plonger dans cette grotte à une profondeur de 55 à 70 mètres, bien au-delà de la limite de plongée récréative de 40 mètres. Aucun des 13 plongeurs, qu'ils soient de l'équipe italienne ou de l'équipe MNDF, n'avait de certification technique pour plonger à plus de 40 mètres en eau libre, encore moins dans des grottes. Ils n'utilisaient pas de mélange gazeux spécial comme le nitrox ou le trimix, pourtant nécessaire à cette profondeur et durée. Ils n'avaient pas prévu de garder un tiers de leur air pour les urgences, car la distance et la profondeur auraient épuisé tout leur air, même si tout s'était bien passé. Ils n'avaient aucune chance de réussir. Aucune ligne de vie n'a été installée lors de leur entrée dans la grotte. Même les notions les plus élémentaires de plongée souterraine exigent une ligne de vie vers l'eau libre. Leur acceptation d'explorer la grotte montrait qu'ils ignoraient même ce qu'ils ne savaient pas. Un plongeur du bateau, qui n'a fait aucune déclaration publique, était censé descendre avec ce groupe, mais il a décidé de rester à bord à la place. Elle a peut-être entendu le plan et en savait assez pour comprendre que ce n'était pas un plan de plongée sûr. Lorsque les rapports finaux d'enquête seront publiés, elle pourra peut-être faire la lumière sur ce qu'ils pensaient exactement. Au total, 6 personnes ont péri dans la grotte d'Evana Candu, et tout cela aurait pu être si facilement évité.
Cela prouve encore qu'avoir de l'expérience n'exclut pas les risques majeurs de la plongée souterraine. On ne le répétera jamais assez, la plongée en eau libre n'est pas la même chose que la plongée souterraine. De nombreux plongeurs experts ont perdu la vie dans des grottes à cause de défaillances souvent évitables.